Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la babésiose. Je vous propose le plan suivant. On fera une définition, puis on parlera de l'importance de la babésiose, on parlera des hôtes, de la localisation, de fixation d'éthique, on parlera de l'épidémiologie de la babésiose, de sa pathogénie, de sa clinique et on terminera par la prophylaxie. En définition, nous dirons que la babésiose bovine tropicale est une protozoose infectieuse due à un pneumoparasite du genre Babesia bovis, inoculable principalement par une tique dure, Rhipicephalus micropus. Elle est responsable d'un syndrome fébrile, hémolytique, pouvant s'accompagner d'une ischémie viscérale consécutive à l'adhésion à l'endothélium vasculaire d'amas d'érythrocytes parasités. En effet, le mécanisme pathogénique de la babésiose est comparable à celui du paludisme où des érythrocytes parasités vont se coller, vont se fixer à l'endothélium vasculaire et créer une ischémie. Les dominations des babésioses ou des pyroplasmoses à travers le monde sont évocatrices des signes cliniques observés dans cette maladie. C'est ainsi que aux États-Unis, on parle de Texas fever évoquant l'hyperthermie observée. En Australie, on parle de tick fever, y compris l'anaplasmose. Et deux fois, on parle de redwater pour évoquer l'hémoglobinurie observée dans le cas de la babésiose. En effet, l'un des signes cliniques de la babésiose est des urines qui sont complètement sanglantes ou sanguinolentes. Parlons à présent de l'importance de la babésiose. La babésiose bovine est mondialement connue comme la plus importante des parasitoses du bétail transmises par un arthropode vecteur. Elle figure à ce titre dans la liste des maladies listées par l'Office international des épizooties. Son importance est également économique si l'on considère les pertes pour le cheptel bovin qui sont considérables, particulièrement dans les pays en développement touchés par la babésiose, à Babesia bovis et Babesia bigemina. Son importance est aussi épidémiologique. En effet, le rôle des animaux sauvages comme étant réservoir est suspecté, d'où ce rôle épidémiologique de la pathologie. En effet, elle peut être responsable aussi d'une grande morbidité en zone dense aussi, ainsi que de mortalité possible sur les individus issus des régions endèmes qui sont introduits dans une zone dense aussi. C'est ainsi qu'on peut observer jusqu'à 50% de morbidité s'il n'y a pas de prise en charge médicale. Il en résulte notamment une très grande difficulté pour l'amélioration des races locales. Si toutefois le programme d'amélioration vise à croiser les races locales avec des reproducteurs de races améliorées qui seront importés. Donc ceci veut dire que lorsque vous voulez améliorer vos races locales et que vous envisagez d'importer des géniteurs, et comme les géniteurs sont très sensibles dans les zones d'endossie de la babésiose, eh bien il serait difficile d'assurer cette amélioration génétique. Parlons à présent des hôtes. Dans les conditions naturelles, les babésioses sont transmises par diverses espèces de tiques. Il s'agit de parasites hématophages, des mammifères et des oiseaux. La babésiose bovine survient 1 à 3 semaines après l'inoculation du parasite. Donc cela veut dire que le temps d'incubation tourne autour de 2 semaines. Rhipicephalus micropus, plus communément appelé tique du bétail, n'accomplit correctement son cycle que sur Bostorus, autrement dit sur le terrain, et rarement sur le zébu communément appelé Bos indicus. Le cerf est naturellement réfractaire aux tiques. Ni les petits ruminants, ni le chien, ni l'homme ne sont des hôtes favorables à Rhipicephalus micropus.
Le cycle avorte le plus souvent aussi chez les chevaux. Donc ceci veut dire qu'il serait difficile de trouver Rhipicephalus microplus chez les chevaux, chez les ruminants, chez le chien et chez l'homme. Mais on peut trouver d'autres tiques chez ces hôtes. Parlons à présent de la localisation des tiques. Il faut dire que les tiques se fixent en général dans les zones où la peau est fine, dans des endroits où ils peuvent facilement accéder à des vaisseaux sanguins afin de trouver leur sang, car les tiques sont hématophages. Donc les sites de fixation sont le plus souvent déterminés par la possibilité de pénétration du rostre de la tique. Et c'est pour cela que vous trouverez des tiques le plus souvent sur la tête des animaux, dans la face interne des oreilles, au niveau des périnées, au niveau des laines, toutes les zones où la peau est relativement fine. Ben voilà. Parlons à présent de l'épidémiologie de la babésiose. La babésiose A, Babesia bovis, est rencontrée mondialement dans les régions tropicales et subtropicales, où à la fois on rencontre le parasite qui est Babesia bovis, mais aussi les vecteurs, à savoir Rhipicephalus microplus et Rhipicephalus annulatus. L'espèce Babesia bovine affecte les bovins, Bosterus, mais dans une moindre mesure Bos indicus. Donc les ébus sont réfractaires. Babesia bovis infecte aussi le buffle d'eau, le buffle africain, les cerfs. Tous sont sensibles à Babesia bovis. La babésiose est contractée au cours du pâturage et il existe deux modes de transmission. Il y a la transmission qui est assurée par les vecteurs, en particulier les tiques, et il y a aussi la transmission verticale, autrement dit la transmission in utero. En effet, une vache infectée par Babesia bovis peut transmettre à son veau la babésiose. Donc, c'est comme la transmission transplacentaire du paludisme aussi. Babesia bovis est transmise aux bovins au cours de la piqûre de l'hôte, après maturation de Babesia bovis dans les glandes salivaires. La transmission se fait par l'intermédiaire de la salive. L'efficacité de cette transmission dépend du temps de fixation de la tique. Le taux d'infection de Rhipicephalus microplus par Babesia bovis sont le plus souvent faibles. Une infection n'apparaît pas systématiquement après exposition, et ce d'autant plus que les niveaux d'infestation sont faibles. Cela veut dire que si la quantité de Babesia bovis est relativement faible chez le vecteur Rhipicephalus microplus, l'infestation ne se fait pas efficacement. Enfin, il faut dire que les veaux peuvent être infectés in utero. Donc, le deuxième mode de transmission, c'est la transmission verticale. Donc, les veaux peuvent être infectés in utero. Donc, il y aura une transmission mère-enfant, si vous me permettez l'expression. Bien que cela implique aussi des modifications pathologiques au niveau du placenta. Donc, il faudrait que il y ait des problèmes au niveau du placenta pour que cela se passe. Et surtout que chez le bovin, je ne me rappelle pas du type de placenta, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait qu'il y ait des atteintes placentaires pour que cela se fasse. Chez Rhipicephalus microplus, l'infection caractérisée par une tique femelle adulte au cours de ce report sanguin sur un autre bovin infecté par Babesia bovis est transmise à la descendance et celle-ci à la descendance de celle-ci qui inocule des sporozoïdes au cours du stade larvaire dès le 3e ou 4e jour. Donc ceci veut dire que le vecteur Rhipicephalus microplus, l'infection contractée par la tique femelle lors de ce repas sanguin sur un autre bovin peut être aussi transmise aux descendants de la tique, en particulier les larves. Donc les larves, après avoir transmis le parasite, en sont stériles. Donc une fois que les larves transmettent le parasite, ces larves deviennent stériles, de telle sorte qu'il
ni la lymphe, ni les adultes de deuxième génération ne transmettent Babesia bovis. L'infection d'une nouvelle femelle de Rhipicephalus est donc nécessaire. Donc, il faudrait forcément une autre infection du vecteur pour qu'il puisse transmettre à nouveau la maladie. Donc, voilà le cycle de Babesia. C'est un cycle dioxène où il y a l'hôte qui est le bovin et la tique qui est le vecteur. La tique, au cours de son repas sanguin, va prendre les microgamètes. Les microgamètes vont être fécondés pour donner une okinète. Et l'okinète subit une sporogonie pour donner des sporocystes qui seront logés au niveau de la glande salivaire de la tique. Et lors de notre repas, cette tique va transmettre les sporozoïdes et ces sporozoïdes vont subir un cycle de mérogonie pour donner des mérozoïdes et la boucle est bouclée. Là, nous avons le cycle chez le chien qui comprend les trois phases. La schizogonie chez le chien. Chez la tique, il y a la gamogonie et la sporogonie. Donc, pratiquement la même chose que chez le bovin. Parlons à présent du portage. Étant donné que l'infection par Babesia bovis ne persiste pas chez la tique au-delà du stade larvaire, donc ce sont les bovins infectés qui sont les réservoirs. En effet, comme je vous l'ai dit tout récemment, le parasite ne persiste pas beaucoup chez le vecteur. Donc, dans ces conditions, ce sont les bovins à titre collectif qui sont considérés comme des réservoirs, car ce sont eux qui vont permettre le maintien du parasite. En effet, après une infection, Babesia bovis peut résister jusqu'à plusieurs années chez les animaux avec des pics de parasitémie à intervalles réguliers. Donc un bovin infecté peut rester pendant 4 ans avec le parasite dans son sang. De même, l'immunité contre le parasite persiste 4 ans indépendamment du statut infectieux. Les bovins comportent une proportion, ou plutôt les bovins comportant une proportion de sang de Bos indicus se débarrassent de l'infection au bout de 2 ans. Mais leur immunité persiste malgré tout cela pendant 4 ans. Donc, comme nous l'avons dit, Bos indicus est réfractaire. Donc, les sujets issus du croisement taurin-zébu semblent être beaucoup plus réfractaires à la maladie que les taurins exclusivement, de race pure. Parlons à présent des facteurs de réceptivité de la maladie. En zone d'Anzossi, même si les troupeaux acquièrent une certaine immunité, les animaux peuvent être plus réceptifs en certaines périodes de l'année. Donc, au courant de l'année, il y a une variation de la réceptivité, très certainement en fonction de la disponibilité de l'aliment. En plus des ruptures d'immunité, les ruptures de l'immunité sont possibles à l'occasion d'états de moindre résistance. C'est ainsi que lorsqu'il y a une sous-alimentation pendant la saison sèche, les animaux sont plus sensibles. Lorsqu'il y a une maladie intercurrente, c'est aussi un facteur de réceptivité. La vaccination entraîne un stress, donc ça peut être aussi un facteur de réceptivité, mais aussi et surtout les phases de gestation et de lactation chez les animaux constituent aussi des facteurs de réceptivité. Par contre, les jeunes qui sont âgés de 3 à 9 mois ont une plus grande résistance. En effet, l'incidence de la maladie ainsi que la mortalité est relativement faible chez les sujets de 3 à 9 mois. Parlons à présent de la pathogénie de la maladie. Quels sont les mécanismes par lesquels le gène provoque la maladie? Généralement, Babesia bovis est plus pathogène que Babesia bigemina et Babesia divergens. Les infections sont caractérisées par une forte fièvre, c'est pour cela qu'on l'appelle tick fever, une ataxie, une anorexie, un choc circulatoire et parfois des signes nerveux en raison de la séquestration des érythrocytes infectés dans les capillaires sanguins. Donc, il faut dire qu'on observe la fièvre, l'anorexie, l'ataxie et surtout le choc
dans le cadre de l'infection à Babesia bovis. Dans les infections à Babesia bigemina, la séquestration intravasculaire d'érythrocytes infectés n'a pas lieu. Donc, il faut dire que Babesia bigemina provoque peu de séquestration de parasites infectés. La parasitémie et le tableau clinique de l'infection à Babesia divergens sont similaires à ceux observés dans le cas d'infection à Babesia bigemina. Donc, il faut dire que Babesia bigemina et Babesia divergens ont pratiquement le même tableau clinique et ont aussi le même comportement en termes de parasitémie, alors que Babesia bovis est particulier. Dans le cas de l'infection à Babesia bovis, la période pré-patente dure généralement 2 à 12 jours. Le pic de parasitémie est atteint entre 3 et 4 jours. Lors de la première infection, la parasitémie est relativement importante et ce jusqu'à 10 jours après l'inoculation. Ensuite, cette parasitémie baisse à un taux relativement faible et ce durant une période très variable. Dans la phase aiguë de la maladie, la parasitémie maximale dans le sang circulant est inférieure à 1% dans le cadre de l'infection à Babesia bovis. À la différence, Babesia bigemina, on peut observer une parasitémie qui peut aller jusqu'à 10%, voire 30%. Donc ça veut dire que d'un point de vue parasitologique, Babesia bigemina a tendance à provoquer beaucoup plus de charges parasitaires dans le sang. Contrairement à Babesia bigemina, la stimulation par la chaleur des larves de tiques durant leur fixation permet la transmission de Babesia bovis immédiatement après la fixation des larves sur l'hôte, conduisant ainsi à un raccourcissement de la période pré-patente. Donc ceci veut dire que lorsque les larves de Babesia, lorsque les larves de Rhipicéphalus sont exposées à de la chaleur, eh bien, elles transmettent beaucoup plus rapidement, ce qui entraîne une réduction de la période pré-patente, autrement dit, de la période présymptomatique de la maladie. Les facteurs intervenant dans la pathogénie des babésieuses sont différents selon les espèces en cause. C'est ainsi que pour Babesia bigemina et Babesia divergens, on observe de l'hémolyse et de l'ictère. Ce sont les deux facteurs prédominants. Par contre, dans le cas d'infection à Babesia bovis, ce sont plutôt le choc et l'agglutination des hématocytes. Donc voilà les mécanismes pathogéniques des parasites. Contrairement à Babesia bigemina, Babesia bovis provoque, ou plutôt entraîne une modification des membranes des parasites. Donc c'est comme ce que le paludisme provoque sur les érythrocytes. On observe ce qu'on appelle des KNOPS, autrement dit des invaginations de la membrane des érythrocytes. Ce phénomène est en partie responsable du phénomène de cytoadhérence des hématies et de leur séquestration dans les capillaires. Donc finalement, on va se retrouver avec des ischémies, avec des zones qui ne sont pas assez vascularisées parce qu'il y a une obstruction du courant sanguin. L'hémolyse domine dans la pathogénie à travers 3 mécanismes. 1. La destruction des hématies. Cela provoque de l'hémolyse. L'hémolyse intravasculaire par le jeu des humains complexes qui se forment entre les anticorps de l'hôte et les antigènes à la surface des hématies déjà fragilisés par les protéases de la Babesia et une fraction du complexe. Ce type d'hémolyse est prédominante chez Babesia bovis, associé généralement à un phénomène de choc. Le troisième mécanisme de l'hémolyse, c'est qu'une hémolyse extravasculaire mettant en jeu les macrophages de la rate qui phagocytent les hématies parasitées grâce à l'effet d'opsonisation des humains complexes associés au complément. Ce phénomène est également moindre lors d'infection par Babesia bovis. En effet, la séquestration des hématies parasitées dans les capillaires des organes profonds les soumet à la phagocytose associée à un passage dans la rate.
Toujours dans le cadre du mécanisme de la pathogénie, il faut dire que la présence d'hémoglobine et de bilirubine qui sont libérés dans le plasma lors de la lyse des hématocytes est responsable de l'ictère. Cela est aussi responsable de l'hémoglobinurie. Cela est aussi responsable des néphrites et ou des hépatites si l'hémolyse est massive. Donc, les signes cliniques d'ictère, les signes cliniques d'hémoglobinurie, les signes cliniques de néphrite ou d'hépatite sont pratiquement dus au produit de la dégradation de l'hémoglobine et en particulier la bilirubine. Les pigments libres dans le plasma diffusent également au niveau de la muqueuse intestinale et de l'endothélium pulmonaire. Et c'est ce qui entraîne des entérites, c'est ce qui entraîne des pneumonies, c'est ce qui entraîne des splénomégalies, car la rate est finalement le cimetière de l'organisme. Toutes les cellules mortes vont être filtrées à ce niveau, d'où cette splénomégalie observée par compensation de l'activité hématopoïétique. Babesia bovis produit précocement une enzyme qui est responsable d'effets vasodilatateurs, d'effets hypotenseurs et augmente la perméabilité vasculaire à l'origine du choc par stase sanguin et d'une chute du volume globulaire avant même l'hémolyse. Parlons un peu de l'immunité ou de la prémunition. En effet, une primo-infection est génératrice d'immunité qui s'entretient en milieu azotique par des réinfestations répétées. Donc cette prémunition est entretenue par des expositions répétées, particulièrement lorsque nous sommes dans une zone d'enzocie. On note également une transmission passive de l'immunité de la mère au veau. Donc lorsque la mère est infectée, donc il y a une certaine transmission très certainement d'immunoglobuline de la mère au veau qui fait que le veau né d'une mère infectée semble aussi être prémuni. Les animaux infectés développent une immunité de longue durée contre la réinfestation avec la même espèce de parasite. Il y a des degrés de protection croisés d'animaux humains par Babesia bigemina contre une infection suivante par Babesia bovis. Les veaux présentent rarement des signes cliniques de la maladie après infestation, quelle que soit l'espèce de Babesia en cause ou le statut immunologique de la mère. Toujours dans le cadre de cette protection, il faut dire que, d'une manière générale, les animaux élevés dans les zones d'enzocie sont beaucoup plus résistants que les animaux venant d'une zone indemne. Eh bien, c'est le mécanisme de la prémunition, autrement dit une infection bénigne, spontanément curable, génératrice d'une immunité longue et entretenue par l'exposition. Dès lors que l'exposition cesse, eh bien, cette prémunition disparaît. Les bovins présentant une immunité de prémunition dans le jeune âge et ne sont pas considérés comme réceptifs avant 8 mois. Ensuite, les infections successives sont à l'origine d'une immunité de co-infection qui n'empêche pas l'infection parasitaire, mais seulement son expression clinique. Autrement dit, la prémunition n'empêche pas l'infection parasitaire, mais elle empêche la maladie. Elle empêche l'expression clinique de la maladie. Généralement, les accès de babésiose s'observent sur des animaux non prémunis. Donc, ça veut dire que la prémunition a aussi la possibilité de réduire l'expression clinique. Un état de santé déficient suite à des maladies intercurrentes ou des productions importantes peuvent provoquer des rechutes. Je pense que le moment est venu de parler de la symptomatologie et je pense que c'est l'aspect le plus important pour les éleveurs. De façon générale, Babesia bovis est plus pathogène que Babesia bigemina et Babesia divergens. La babésiose à Babesia bovis est une babésiose à syndrome de choc, ce qui distingue de la babésiose à Babesia divergens et Babesia bigemina, qui sont des babésioses à syndrome hémolytique.
Donc cela veut dire que quand vous avez une infection à Babesia bovis, vous aurez tendance à observer des chocs. Alors que quand vous avez une infection à Babesia bigemina ou divergence, vous aurez surtout de l'hémolyse. L'espèce Babesia bovis est inoculée par la larve de Rhipicephalus microplus, généralement entre le 3e et le 5e jour de fixation. Et l'incubation dure 6 à 12 jours. Les signes cliniques de la maladie, lorsqu'elle s'exprime sous sa forme aiguë, incluent les phénomènes suivants. 1. Une hyperthermie, d'où le nom, tick fever. Cette hyperthermie est très élevée. Des signes généraux peu caractéristiques tels que l'anorexie, l'apathie, les poils sont ébouriffés, une dyspnée, une répugnance au mouvement, de l'atonie, une constipation, un avortement, une baisse de la persistance de la fertilité du taureau. Donc ceci sont le plus souvent les signes généraux. L'hémolyse, l'ictère et l'hémoglobinurie, bien que observés, sont toujours moins marqués que lors de la pyroplasmose à Babesia bigemina et Babesia divergence. Donc ça veut dire que l'hémolyse est moindre chez les sujets atteints de Babesia bovis. Babesia bovis entraîne surtout le choc, alors que Babesia divergence et bigemina entraînent surtout l'hémolyse, l'ictère et l'hémoglobinurie. Les signes cliniques sont souvent observés avant même que le parasite ne puisse être mis en évidence sur un frottis sanguin. Donc ça veut dire que très probablement les parasites restent en profondeur et viennent en périphérie tardivement, si bien que on observe les signes avant même la présence d'une parasitémie périphérique. Et comme on dit, mieux vaut voir une fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un sujet qui est complètement anémié, avec une muqueuse qui est complètement blanche et qui n'est plus rose. Là, nous avons de l'hématurie. Les urines sont entièrement rouges, sinon même sanguinolentes. Là, nous avons ce qu'on appelle une diarrhée en corde. Le sujet est en train de faire une diarrhée et la diarrhée, elle est très fluide. Là, nous avons un nictère sur des carcasses de sujets atteints de babésiose à Babesia bovis. Parlons à présent du diagnostic. Il faut dire que les procédures diagnostiques présentent le double intérêt. 1. D'identifier le parasite lors de la phase aiguë de la maladie et 2. De détecter l'infection chez les porteurs. Donc, il faut chercher non seulement les porteurs asymptomatiques, mais aussi chez les sujets cliniques, il faut mettre en évidence le parasite. Le diagnostic peut être affirmé de façon directe par la mise en évidence du parasite au microscope. Et dans ce cas, on utilise le frottis sanguin, la coloration, la goutte épaisse ou l'étalement mince. Et de nos jours, il existe des techniques de biologie moléculaire qui utilisent des primers spécifiques pour mettre en évidence le parasite par réaction de polymérisation en chaîne. Et c'est comme ça, quand vous allez faire votre étalement mince, vous aurez vos globules rouges qui sont contaminés avec les parasites intracellulaires. Ben voilà, des Babesia sur un étalement mince. Voilà, des trophozoïdes et des schizontes. En ce qui concerne la prophylaxie sanitaire, il faut dire que la lutte doit s'orienter vers la lutte vers les vecteurs, tout naturellement, avec des acaricides pour tuer ces tiques. On peut faire aussi de la chimioprévention avec de l'imidocarbe, mais aussi du traitement. Les bovins développent une prémunition de longue durée après une première infestation par Babesia bovis, Babesia divergence ou Babesia bigemina. Donc ça veut dire que l'exposition favorise une prémunition. Donc là, c'est un grand débat qui va se poser. Faudrait-il favoriser la prémunition en acceptant l'exposition ou bien faudrait-il réduire l'exposition, ce qui va réduire la prémunition? Il existe aussi un vaccin vivant atténué de faible virulence
et produit par le Tick Fever Center. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module portant sur la babésiose et je vous remercie infiniment. Nous vous demandons de soutenir votre communauté de scientifiques car nous avons la ferme conviction que c'est par l'acquisition de la science et la mise en application de la science que nous allons changer notre pays. Donc pour cela, comme le disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. À formation égale, la vérité triomphe. Ceci pour dire, faisons en sorte que chacun regarde dans les modules que nous faisons, qu'il prenne un domaine, qu'il le mette en application et qu'il passe à l'échelle. Ça peut être de l'aviculture, ça peut être de l'apiculture, ça peut être de la pisciculture, ça peut être de l'élevage d'embouche, ça peut être la production laitière, quel que soit le domaine. Choisis un. Engage-toi corps et âme à mettre en place ta production et passe à l'échelle. C'est ainsi que nous allons réduire les importations qui sont en train de saigner nos économies. Il faudrait que, au moins sur le plan alimentaire, pour notre sécurité, que nous produisons ce que nous mangeons. Tout celui qui ne produit pas ce qu'il mange, eh bien, il est très exposé, il est très vulnérable. Et ce monde, c'est un monde impitoyable. Eh bien, c'est comme dans une jungle où il y a des prédateurs et il y a des cibles. Eh bien, ne soyons pas la cible des prédateurs.